à tous. Donc, je suis Madame Fessel, vice-procureure au parquet de Nantes. Le parquet, c'est l'appellation qui regroupe tous les procureurs. À Nantes, on est 28 procureurs. Il y a un nombre de procureurs qui dépend de la taille de la juridiction. Donc, il y a des parquets où il y a 2 procureurs et des parquets où il y en a 100 comme à Paris. Ici, on est donc 28 à Nantes. On est dispatchés en plusieurs services spécialisés, notamment le pôle famille du parquet auquel j'appartiens. Pôle famille du parquet qui euh, gère à la fois les mineurs auteurs d'infractions, les mineurs en danger et tout le contentieux des violences intrafamiliales, donc violences sur mineurs et violences par conjoint. On est 6 magistrats au parquet, 6 greffiers, 2 attachés de justice et une chargée de mission vif, donc violence intrafamiliale, donc dans ce pôle famille du parquet. Euh, on fait ce que font tous les procureurs, et donc je vais faire un petit rappel peut-être du rôle du procureur pour que ce soit plus clair, notamment quand vous vous posez la question d'un signalement ou quand vous avez des choses à expliquer à un patient pour lequel vous envisagez de faire un signalement. Donc le procureur, il est le directeur de l'enquête, il intervient tout au long de la chaîne pénale. Donc c'est lui qui reçoit les plaintes, c'est lui qui a connaissance de l'existence d'infractions. Ça peut être soit parce qu'on reçoit un signalement d'un soignant, soit parce qu'on reçoit un signalement de l'éducation nationale, parce qu'on reçoit une plainte directement, puisque tout le monde peut écrire au procureur. Une victime comme un voisin qui s'inquiète pour sa victime peut signaler des infractions au procureur, ou alors de manière plus classique, des plaintes qui sont déposées au commissariat ou à la gendarmerie. Quand on est destinataire d'une plainte qui n'est pas passée par la case gendarmerie ou commissariat, nous on saisit un service d'enquête, donc on décide qui va suivre l'enquête en fonction du lieu géographique et en fonction un peu des compétences. Et ensuite on dirige l'enquête qui est faite par les policiers et les gendarmes. On vérifie ce qu'ils font, on vérifie que la procédure pénale est bien respectée, on autorise certains actes et on décide, quand l'enquête nous paraît terminée, de ce qu'on en fait. Est-ce qu'on classe ensuite l'enquête, enfin la procédure, parce que il y a plusieurs motifs de classement sans suite et donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut classer. Ça peut être dans le cas d'un cambriolage, par exemple, parce qu'on n'a pas identifié qui était l'auteur du cambriolage. Dans ce cas-là, on classe parce qu'on n'a pas d'auteur à poursuivre. Mais ça peut être aussi, et c'est plus souvent le cas, enfin en tout cas quand il y a un classement sans suite en matière de violence intrafamiliale, la plupart du temps l'auteur est désigné. Et donc quand on classe, c'est la plupart du temps parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour être sûr que ce qui est dénoncé s'est bien passé. Ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé, et ça c'est important, je pense que vous puissiez l'expliquer à vos patients quand on vous dénonce des faits de violence, parce que je sais que c'est une violence supplémentaire pour les personnes qui se disent victimes de violence, et quand il y a ensuite un classement par le procureur, ça ne veut pas dire que le procureur dit que la personne ment, ça ne veut pas dire que on n'y croit pas, ça veut dire qu'on n'a pas pu confirmer ce qui a été dit, et on ne peut pas condamner quelqu'un uniquement sur la base de ce que dit une victime, si on n'a pas d'autres éléments un peu plus objectifs dans le dossier. Sauf à ce que l'auteur reconnaisse. Par exemple, si madame dit qu'elle a reçu un coup de poing de la part de son mari, que son mari dit oui, j'ai mis un coup de poing, là, évidemment, on va pouvoir exercer des poursuites. Si monsieur dit jamais de la vie, j'ai pas mis de coup de poing, qu'on n'a pas de certificat médical, pas de photo des blessures, les policiers ne constatent rien, qu'on n'a pas de voisin qui a été témoin de quoi que ce soit, pas de témoin qui a été témoin de quoi que ce soit, eh ben, on va se retrouver avec uniquement la parole de la victime. Et ça, c'est pas suffisant pour obtenir une condamnation devant le tribunal pour des faits de violence. Ça, c'est l'option classement, mais l'autre option, c'est l'option poursuite. Ça, c'est quand on a assez d'éléments. Et là, le procureur, il doit décider comment il poursuit, ce qu'il veut, selon la gravité des faits, selon les antécédents de la personne, s'il a déjà été condamné pour des violences conjugales, est-ce qu'il y a une situation vraiment dangereuse, est-ce qu'il y a un risque que ça recommence. Là, nous, on a tout un panel de possibilités de poursuite qui s'offre à nous, et on doit donc décider de l'orientation de la procédure. Ça peut être une alternative aux poursuites quand c'est une claque, que c'est la première fois que la personne reconnaît et dit bon bah j'aurais pas dû faire ça, je me rends compte que c'est grave. On va dans ce cas-là éventuellement désigner un délégué du procureur qui va convoquer la personne, lui rappeler le cadre de la loi et vérifier si c'est ce qu'on décide, par exemple, qui va faire un stage de sensibilisation aux violences conjugales. Ça peut être, si c'est plus grave, une convocation en justice dans un délai hélas très long parce qu'on a des délais très longs pour être jugé devant le tribunal correctionnel. Ça, c'est quelque chose qu'on fait assez peu en matière de violence intrafamiliale parce que souvent, il y a une urgence à agir. Et donc, quand on doit donner une date de convocation pour dans un an, c'est pas du tout satisfaisant. C'est des situations où ça peut s'envenimer très vite et s'aggraver. Et donc, en gros, notre champ d'action, il est soit
convoquer dans le cas d'une alternative aux poursuites parce que la convocation arrive assez rapidement et que c'est pas trop grave, soit de déférer la personne, ça c'est l'autre option qu'on a, c'est-à-dire nous la faire présenter immédiatement après sa garde à vue. Les policiers et les gendarmes nous l'amènent au tribunal, on la reçoit dans un bureau, donc le procureur de permanence la reçoit dans un bureau, lui explique ce qui lui est reproché et on lui donne une date de convocation pour être jugé ou on le fait juger immédiatement en comparution immédiate si on estime que vraiment c'est trop grave et qu'il peut pas repartir libre et qu'il faut qu'il soit incarcéré tout de suite. Si on le laisse repartir avec une convocation, dans ce cas-là, on va saisir un juge pour qu'il soit placé sous contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire, c'est des obligations et des interdictions qu'il doit respecter jusqu'à la date de convocation. Classiquement, interdiction de contact, interdiction de paraître au domicile. Et s'il les respecte pas, il risque la révocation du contrôle judiciaire et donc l'incarcération. Ça, c'est une voie qu'on utilise beaucoup parce que dans la plupart des cas de violence conjugale avérée, il faut rompre le contact, il faut empêcher qu'il y ait un nouveau contact. Et c'est encore plus le cas quand il y a des enfants au milieu du couple, parce qu'alors le contact, les enfants sont un prétexte à la prise de contact et donc avec un risque de nouvelles violences. Une fois qu'on a convoqué quelqu'un en justice, à l'audience, nous, on va à l'audience, nous, procureurs, défendre notre dossier, expliquer au juge pourquoi est-ce que on pense que la personne est coupable ou pas, et expliquer quelle peine nous semble adaptée. Et enfin, quand la personne est condamnée, le procureur, il veille aussi à l'exécution de la peine. Et donc, il va rechercher quelqu'un qui est en fuite, par exemple, qui a un mandat d'arrêt, vérifier que tout se passe bien en détention, voir si la personne peut sortir de manière anticipée sous bracelet électronique, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le procureur, il intervient dans toute la chaîne pénale et que au niveau des violences conjugales, notre rôle, il est très important dans toute la chaîne pénale. La définition des violences, je pense que le docteur Clément va vous faire un petit point là-dessus. Je vais juste en dire quelques mots, puisque de toute façon, je pense que c'est assez clair pour vous, qu'elles peuvent être physiques, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être verbales, elles peuvent être sexuelles. Et on admet aussi aujourd'hui que le fait pour des enfants mineurs d'être témoins des violences conjugales entre leurs parents est une violence pour eux. Et donc, la loi prévoit maintenant qu'on les considère comme co-victimes et non pas témoins. Ils sont victimes, ils ont la possibilité de demander des dommages à intérêts quand ils ont été témoins des violences conjugales entre leurs parents. Votre rôle, vous, en tant que soignant, c'est évidemment de soigner vos patients, mais si vous êtes alerté par des faits de violence, si votre patient vous parle de faits de violence, vous demande d'établir un certificat médical, si vous vous posez la question de faire un signalement, votre rôle n'est pas de chercher à savoir si ce qu'on vous dit est vrai ou pas. Je sais qu'on me dit souvent, oui, mais moi, je sais pas si je dois faire un signalement parce que ce qu'on me dit, je sais pas si c'est vrai et je sais pas quelles conséquences ça va avoir. La vérité judiciaire, elle relève de la justice. Donc, c'est à nous, procureurs et juges, de décider ce qui est vrai ou pas d'un point de vue judiciaire en fonction de l'enquête, des éléments qu'on a. Vous, finalement, il faut que vous partiez du principe que ce qu'on vous dit est vrai. Pas forcément douter, d'autant plus que les victimes, quand elles sont victimes de violences conjugales, elles ont souvent besoin d'être crues et de pas voir leurs paroles remises en question. Et donc, c'est une violence supplémentaire pour elles quand on doute de ce qu'elles disent. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de les croire, mais en tout cas, de pas mettre en doute ce qu'elles vous disent devant elles, c'est un risque de leur faire une violence supplémentaire que de leur dire que vous les croyez pas. Rassembler les preuves pour permettre une condamnation, c'est le travail de la justice. Et donc vous, en fait, ce qu'on attend d'un soignant dans un signalement, c'est de dire ce qu'il constate et ce qu'il reçoit comme confidence ou comme déclaration. Un bon signalement, c'est un signalement qui qui rapporte ce qui lui est dit. Madame me décrit des violences qui auraient eu lieu il y a 3 jours, des violences qui auraient eu lieu il y a 6 mois. Elle me montre une photo qui n'est pas datée, qui est datée. Je la joins à mon signalement. Je prends moi-même une photo d'un hématome qu'elle a. Et puis de faire une description des lésions. Ça, c'est le docteur Clément qui pourra plus vous en parler. De ce que vous constatez, sans forcément dire à quoi c'est lié selon vous. Si madame vous dit cet hématome-là, il est lié à un coup de poing que j'ai reçu, vous pouvez dire dont madame nous dit que il est lié à un coup de poing, mais on vous demande pas d'établir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je vais rien dire sur l'ITT, ça le docteur Clément vous en parlera évidemment. Un petit point important aussi dans vos signalements ou dans vos certificats médicaux que vous pouvez établir à la demande des patients, il y a une infraction qui n'est pas l'infraction de violence, mais qui est une infraction qu'on a de manière très courante en matière de violence intrafamiliale, c'est l'infraction de harcèlement. Classiquement, une séparation
l'un des deux membres du couple n'accepte pas la séparation, va se mettre à attendre devant l'école, attendre devant la maison, nuit et jour, appeler 500 fois par jour, envoyer des messages par tous les canaux, harceler les voisins, les proches, etc. Et donc ça a des conséquences évidemment sur la personne qui essaye de se débarrasser de la personne dont elle essaie de se séparer. Pour que nous, l'infraction, on puisse la retenir, pour qu'on puisse faire condamner quelqu'un, il faut que le harcèlement, il ait eu pour conséquence la dégradation ou l'altération des conditions de vie de la victime. Et donc ça, dans un certificat médical, c'est un élément dont on a besoin. Je vais vous parler après je vois la question là, si la patiente se pose de signalement, je vais vous en parler évidemment tout à l'heure. Donc sur le harcèlement, nous, on a besoin de cette dégradation des conditions de vie qui soit constatée. Donc, c'est-à-dire nous indiquer, Madame nous dit qu'elle fait des cauchemars toutes les nuits, qu'elle ose plus sortir de chez elle. Je constate qu'en 3 mois, elle a perdu 5 kilos. Elle a les traits tirés, elle est fatiguée, elle est pâle. Tous les symptômes que vous pouvez constater ou qu'elle peut vous décrire, qui a modifié sa façon de vivre et qui a modifié sa façon de vivre, notamment d'un point de vue de la santé physique et mentale. Donc ça, c'est un élément important. Et alors sur les signalements, puisque évidemment c'est le cœur de cette intervention, mais je voulais faire d'abord un petit point. Le signalement, quand vous faites un signalement, moi je pense qu'il vaut mieux les faire par mail plutôt que par courrier, parce que vous êtes dans des situations de violence conjugale. Le courrier, il peut arriver plus ou moins vite. Il faut savoir que le courrier, quand vous l'adressez au procureur de Nantes en matière de violence conjugale, il arrive dans mon bureau, mais que dans le mien. Et donc si je suis en congé pendant 1 mois, ben il va pas forcément être traité de manière systématique, où mes collègues vont peut-être regarder rapidement les urgences, mais sans plus. Et puis moi, parfois, je me retrouve avec des piles de courriers que j'ai pas le temps de traiter parce que j'ai un gros procès pendant une semaine, etc. Donc, l'option courrier n'est pas la meilleure option. Le mail, c'est la meilleure option. Madame Gérard pourra ou le docteur Clément pourront vous faire suivre, enfin, ou moi d'ailleurs par mail, l'adresse mail à laquelle vous pouvez l'envoyer parce qu'elle est un peu compliquée si je vous la dicte. Et donc, un signalement, le mieux, c'est de l'envoyer par mail. Le mieux, c'est de faire un mail en disant bonjour, bien vouloir trouver en pièce jointe un signalement et de faire le signalement dans un courrier distinct parce que ça nous permet, nous, d'imprimer votre signalement et de le mettre dans la procédure. Alors que si on doit imprimer votre mail qui contient les éléments de signalement, ben, il y a votre adresse mail qui apparaît dans la procédure, qui est à disposition de l'avocat après. Et donc, c'est pas forcément l'idéal. Le signalement, il faut qu'il y ait votre nom, il faut qu'il y ait l'identité de la victime, celle de l'auteur si vous la connaissez, celle de l'auteur des violences. Et puis, il faut donc nous indiquer quels sont vos éléments d'inquiétude, tous les éléments que vous avez sur la datation éventuelle des violences, sur ce que vous constatez, etc. Vous pouvez mettre des pièces jointes, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre un certificat médical descriptif en pièces jointes également. Vous pouvez faire des signalements. Alors, le signalement mineur en danger, il est assez bien acquis maintenant. Les parents défaillants, oui, alors le secret médical, je vais y venir. Là, je vous parle comment faire un signalement, mais je vais vous expliquer ensuite comment est-ce que on lève le secret médical. Euh, je vais passer vite du coup sur les mineurs parce que je pense que ça c'est bien acquis. Euh, sur l'autorisation de révéler. Donc, l'article 226-13 du Code pénal prévoit que vous êtes soumis au secret médical, au secret professionnel. Mais l'article 226-14 prévoit une atténuation de ce principe, de ce secret professionnel. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse de la suspicion de violence conjugale sans danger immédiat, mais dans le cas où la victime n'est pas en capacité de se protéger toute seule. Ça va être le cas de la victime mineure, de la victime qui n'est pas en capacité de se protéger en raison de son âge ou d'une incapacité physique ou psychique, c'est ce que dit la loi. Donc ça, c'est typiquement, par exemple, quelqu'un qui est dans un EHPAD, qui n'est plus capable de parler. Si vous avez des suspicions, là, vous pouvez signaler même sans son accord. Pour le mineur aussi, même sans son accord, évidemment. Pour une victime majeure, s'il n'y a pas de danger immédiat, vous pouvez signaler les violences sans son accord si elle n'est pas capable de se protéger. Donc, ça va être la personne qui a un problème mental, qui est sous tutelle, qui est donc pas en capacité de signaler les faits. Ça, c'est l'hypothèse des violences sans danger immédiat. Et il y a une autre hypothèse qui est prévue spécifiquement pour les violences conjugales. Et là, c'est l'hypothèse où vous estimez qu'il y a un danger immédiat pour la vie de votre patient. Donc, il faut des violences conjugales suspectées, un danger immédiat pour la vie que vous appréciez en conscience. C'est ce que la loi prévoit. En conscience, c'est un mot très général parce que personne va venir pouvoir vous reprocher
ce que c'est que votre conscience, en fait. Donc, c'est délibérément que la loi a fixé ce mot en conscience parce que c'est vous qui appréciez. Et il faut une impossibilité de se protéger parce qu'il y a un phénomène d'emprise. On vous demande pas de justifier, de détailler l'emprise. Si vous estimez que vous êtes face à une victime de violence conjugale qui, par exemple, vous dit, mon mari m'a déjà menacé avec un fusil, il y a une arme à la maison, là, il n'y a pas besoin de l'accord de la victime pour signaler. Vous pouvez lever le secret médical pour faire un signalement, même si elle n'est pas d'accord. Bien sûr qu'il vaut mieux toujours rechercher l'accord de la personne, et dans ce cas-là, le mentionner, qu'elle est d'accord. Mais vous pouvez, quand il y a un danger immédiat pour cette personne que vous appréciez en conscience, faire un signalement, même si elle n'en est pas d'accord. Donc j'ai dit, alors sur le fait que ce soit délibérément généraliste en conscience par la loi, je vous rassure, aucun procureur n'exercera des poursuites pénales contre vous si vous avez fait un signalement et que ça a l'air absolument sincère que vous vous inquiétiez pour votre patiente. Personne ne viendra remettre ça en cause. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les ordres, mais je pense que ce sera à peu près pareil, qu'on ne viendra pas vous reprocher d'un point de vue de l'ordre d'avoir fait un signalement si vous avez vraiment estimé qu'il y avait un danger. Et donc, je pense qu'il faut se sentir quand même assez libre de signaler les faits de violence dès lors que c'est crédible qu'il y a un danger immédiat pour la victime. C'est crédible dans votre situation de l'estimer comme ça. Je sais que beaucoup d'entre vous, c'est ce qui m'est dit quand je fais ces interventions, vous avez peur d'une part de perdre la confiance de vos patientes. Je dis patientes parce que c'est quand même plus souvent des femmes. En signalant quelque chose, la grossesse, très bonne question, j'y répondrai tout à l'heure. En signalant des choses avec lesquelles elle est pas d'accord. Il vaut toujours mieux, évidemment, perdre la confiance de votre patiente plutôt que de risquer qu'il se passe un féminicide. Ce sont des choses qui arrivent, même si on a tendance à se dire que ça arrive pas si souvent que ça. En réalité, ça peut arriver même dans une situation qui paraissait pas très inquiétante au départ. Et donc, je comprends très bien cette inquiétude qui est la vôtre de perdre la confiance de vos patients, notamment quand c'est des patients qui sont très isolés, qui finalement ont un lien avec l'extérieur qui est très limité et dont vous êtes le lien. Mais pour autant, évidemment, il vaut mieux signaler plutôt que de risquer la vie de votre patiente. Je sais aussi que vous avez peur parfois des représailles, de ce qui va se passer si le conjoint violent apprend que c'est vous qui avez signalé. Moi, d'expérience, ça fait 10 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu qu'il y avait eu des représailles envers un médecin. En tout cas, ça m'a jamais été signalé envers un soignant. Euh, je pense qu'on est quand même dans une hypothèse où la haine est cristallisée contre une personne bien précise et c'est la conjointe ou le conjoint. C'est pas forcément le médecin signalant, mais évidemment, on n'est jamais à l'abri d'être face à quelqu'un d'instable mentalement et qui pourrait vous en vouloir. Ça, je vous invite à l'indiquer dans vos signalements, à le préciser. Monsieur a pu se montrer menaçant. J'ai peur qu'il se présente à mon cabinet ou même éventuellement, évidemment, s'il se présente, à appeler le 17 pour le dire. Si vous l'indiquez dans le signalement, on pourra, nous, éventuellement voir avec le commissariat ou la gendarmerie pour qu'il y ait une patrouille, pour que vous ayez un numéro que vous pouvez appeler plus rapidement si jamais il y avait la personne se présentait à votre cabinet. Et donc, il faut le signaler dans votre signalement. Sur l'adresse mail, alors les représailles sur la patiente, ça c'est un risque, mais finalement que vous signaliez ou non. Et en fait, moi, ce que je constate quand même beaucoup, c'est que il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas passer la porte d'une gendarmerie ou d'un commissariat parce qu'elles se disent que ce sera de leur faute, que si l'auteur des violences va en prison, ce sera de leur faute, que c'est cette situation conjugale qui est très compliquée, avec parfois encore des sentiments amoureux. Donc, on n'a pas envie que l'autre, même s'il nous tape dessus, aille en prison. Et donc, c'est souvent difficile pour les victimes de passer la porte d'une brigade de gendarmerie ou d'un commissariat. C'est pour ça que c'est d'autant plus important que vous signaliez les faits parce que elles vont être plus à l'aise à en parler avec vous, elles vont être plus à l'aise à en parler avec n'importe qui en réalité. Et donc, c'est pour ça que c'est important que vous signaliez parce qu'elles elles feront pas forcément la démarche. Vous pouvez aussi les orienter vers la gendarmerie pour les inciter à déposer plainte, mais aussi vers les associations. Association Citadelle, Association Solidarité Femmes, le CIDFF, le dispositif ALBA quand c'est des mineurs en situation de prostitution. Et donc, les représailles sur la patiente, finalement, c'est un risque qui existe, que vous signaliez les faits ou pas. Il existera sans doute moins si vous signalez les faits parce qu'il y aura une intervention plus rapide des forces de l'ordre du fait qu'on a été mis au courant des faits.
Vous pouvez aussi expliquer à vos patients que quand ils sont entendus en gendarmerie ou en commissariat, ils sont entendus par des enquêteurs spécialisés, ils sont entendus avec des questions qui leur sont posées dédiées. On leur demande plus de dérouler tout ce qu'elles ont vécu. On leur demande pas, bon bah venez racontez-nous pourquoi vous êtes là. Il y a des questions précises, il y a un questionnement systématique qui est fait. Donc j'espère que vous faites vous aussi ce questionnement systématique de poser la question à vos patientes, êtes-vous victime de violence? C'est très important parce que les femmes, elles en parlent pas forcément spontanément. Et donc au commissariat ou à la gendarmerie, il y a toute une trame de questions qui est prévue, qui leur est posée, qui leur sont posées. Est-ce que vous êtes victime de violences sexuelles? Est-ce que vous êtes victime de violences économiques, etc. Si l'agresseur est aussi votre patient, est-ce que vous devez continuer à le suivre? Ben ça, c'est votre liberté, votre conscience professionnelle, je pense. Enfin, je ne saurais pas quoi vous dire parce que vous avez le droit, à mon sens, de ne plus le suivre. Je sais que c'est une question qui m'est aussi déjà posée, m'a déjà été posée, de savoir si vous pouviez suivre les deux. C'est à vous de l'apprécier. Ça, il n'y a pas de règle, je pense. Je peux vous mettre, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans le chat, il existe, le nom des associations, mais aussi le nom de la boîte mail que vous pouvez auquel vous pouvez faire les signalements. Alors, attendez, je vais vous faire la boîte mail. Donc ça, c'est l'adresse mail pour les signalements. Sur les associations, vous avez Citadelle, qui est un dispositif de Nantes Métropole. Vous avez Solidarité Femmes Loire-Atlantique, donc SFLA. Vous avez le CIDFF, ça c'est plutôt pour les problèmes familiaux, de garde d'enfants, etc. Vous avez ALBA, ça c'est pour les mineurs en situation de prostitution. Euh, Qu'est-ce que j'oublie? C'est déjà pas mal. Ça, c'est uniquement pour le ressort de Nantes, l'adresse mail que je vous ai envoyée, parce qu'il y a aussi le ressort de Saint-Nazaire. Et là, il y a une autre adresse mail pour Saint-Nazaire, mais si jamais vous n'avez pas cette adresse-là, envoyez-la à Nantes et nous, on le redispatchera, on le renverra. Euh, la grossesse est-elle considérée par la loi comme une vulnérabilité et donc une incapacité de se protéger? C'est une question qui m'a été posée à la maternité en janvier quand j'intervenais auprès de sages-femmes. Je pense que ça peut se débattre et que ça dépend quand même du cas par cas. Je suis pas certaine que ce soit absolu qu'une femme enceinte est vulnérable. Ça dépend de comment se passe la grossesse, ça dépend de l'état d'avancement de la grossesse. Pour autant, je pense que dès lors qu'une femme est enceinte, bien sûr qu'il y a des fragilités, que ce soit physiques ou psychiques, pour la femme, qu'elle est moins en capacité de se protéger, ça c'est une évidence, ne serait-ce que parce qu'il y a aussi, au-delà de sa vulnérabilité physique ou les hormones, etc., il y a aussi toute cette crainte de voir un enfant grandir sans père, naître dans un foyer qui n'est pas, qui est privé du père, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête d'une femme enceinte, ça c'est évident. Euh, je pense, j'y ai beaucoup réfléchi depuis janvier parce que j'en avais discuté avec Madame Gérard. Je pense qu'on vous reprochera jamais d'avoir fait un signalement à propos d'une femme enceinte en estimant qu'elle est vulnérable. Je pense que c'est assez difficile à discuter et donc je pense qu'il faut être assez libre sur la vulnérabilité d'une femme enceinte. Sur le fait que l'adresse mail soit non sécurisée, nous, notre adresse mail est sécurisée, la vôtre, je sais pas. C'est pas important, il n'y a pas besoin de. C'est une question qui m'est aussi posée, mais je pense pas que ce soit un problème qui se pose et aucun avocat ne viendra jamais questionner ça, à mon sens. Euh, je voulais dire un petit mot des dispositifs qui existent. Je vous ai parlé de la garde à vue, le déferment, le contrôle judiciaire, l'incarcération, les orientations dont on prend. Je vous ai parlé des associations qui peuvent aider les femmes victimes de violences notamment. Citadel et SFLA sont les principales associations du ressort nantais pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Ils permettent ce sont des associations qui ont des appartements à disposition pour permettre la mise à l'abri de ces femmes quand elles veulent quitter le domicile conjugal, qu'elles ne savent pas où aller. C'est des associations qui ont des logements prévus pour ça, secrets, et qui peuvent prendre en charge aussi les enfants. Donc les femmes, elles peuvent être hébergées avec leurs enfants. Ça peut être soit un logement individuel, soit parfois des logements collectifs. C'est des associations qui proposent aussi des suivis avec des groupes de parole, des activités sur la violence, sur la conscientisation des violences. J'ai oublié une grande association, mon Dieu. C'est France Victime 44. Donc pareil, auprès de qui vous pouvez orienter. Eux n'ont pas de dispositif de mise à l'abri, mais ce sont vraiment des juristes spécialisés
dans les violences, notamment dans les victimes de violences. Euh, Parmi les autres dispositifs de protection, vous connaissez peut-être le téléphone grand danger. Le téléphone grand danger, c'est un dispositif qui est remis à la victime, qui est un téléphone d'alarme en fait, et quand elle déclenche l'alarme, ça déclenche tout de suite un appel aux forces de l'ordre. C'est l'hypothèse de la victime qui se retrouve face à son agresseur, qui l'a retrouvée alors qu'elle était sous secret d'adresse, etc. Et donc ça déclenche tout de suite un appel aux forces de l'ordre. On a maintenant 70 téléphones grand danger pour le tribunal de Nantes. C'est moi qui décide à qui ils sont donnés. C'est pas facile parce qu'on aimerait en donner à beaucoup de gens. C'est sur la base d'une évaluation qui est faite par Solidarité Femmes. Moi, je les saisis, Solidarité Femmes, et je leur demande de me faire une évaluation de est-ce que ça leur semble nécessaire ou pas d'avoir ce téléphone grand danger. Autre dispositif qui existe et qui est le plus protecteur hormis la prison, c'est le bracelet anti-rapprochement. Ça, c'est un bracelet qui est porté par l'auteur des violences conjugales qui est condamné pour ça. Et la victime a un dispositif qui ressemble à un smartphone, en fait, qui est plus discret qu'il n'a pu l'être avant, parce qu'il y avait des victimes qui nous disaient, moi, je peux pas aller travailler avec cette espèce de gros machin, tout le monde va me demander ce que c'est. Là, donc, ça ressemble à un smartphone. En fait, il y a un périmètre dans lequel, de la victime dans lequel l'auteur ne peut pas, le porteur du bracelet ne peut pas entrer sans déclencher tout de suite une alarme aux forces de l'ordre et une intervention des forces de l'ordre pour vérifier que la victime est bien en sécurité ou pour interpeller l'auteur. Le périmètre, ça peut être entre 2 et 10 km, je crois. Et donc, c'est très protecteur pour la victime, puisque là, c'est pas à elle de déclencher l'alerte. L'alerte est déclenchée automatiquement dès lors qu'il ne respecte pas ce périmètre de sécurité dans lequel il n'a pas le droit d'entrer. Je vais pas forcément vous parler d'autres dispositifs parce que ce serait trop spécifique. Sachez qu'on prend aussi des mesures pour les mineurs. Je vous le disais, les mineurs, maintenant, on essaie de les prendre mieux en considération. Je pense que c'est le prochain grand chantier, que de mieux prendre en compte les mineurs co-victimes de violences conjugales. Leurs mères sont parfois pas en état de s'occuper d'eux, ne conscientisent pas les violences. Et ça, c'est un travail qui est beaucoup fait par les associations, conscientiser ce que c'est que la violence. Ce sont des femmes, quand elles sont habituées à la violence, qui les banalisent complètement et donc qui ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur leurs enfants, d'être témoins à la fois de leur conjoint qui va leur casser le nez, mais aussi de éventuellement des violences verbales au quotidien, hein, des hurlements, des cris, des dénigrements. Traiter madame de sale pute tous les jours devant un enfant, ça a évidemment des conséquences. Et donc non seulement on les considère comme co-victimes, mais en plus on peut désigner des administrateurs ad hoc pour que leurs intérêts soient représentés à l'audience si madame ne veut pas déposer plainte contre le mari ou contre l'enfant. Enfin, pas contre l'enfant, au nom de l'enfant contre le mari pour elle ou pour l'enfant. Mais on peut aussi aller jusqu'à placer les enfants quand vraiment il y a un trop gros danger et un trop gros risque et de prendre donc des ordonnances de placement provisoire, saisir un juge des enfants. C'est assez fréquent qu'on saisisse la CRIP d'une évaluation sociale quand il y a des violences conjugales répétées en présence des enfants, parce qu'ils sont évidemment en danger et que les enfants co-victimes de violences, c'est les futures victimes de violences ou auteurs de violences quand ils deviendront adultes. Et donc, il faut que la prise en charge soit adaptée pour eux et elle est bien insuffisante aujourd'hui, à mon sens. Est-ce qu'il y a des adresses mail pour les signalements pour les autres départements que les 44? Oui, mais je ne les ai pas parce que chacun a sa petite cuisine interne. Et donc là, je ne saurais pas vous dire. Si vous avez un signalement à faire et que vous n'avez pas l'adresse, vous pouvez toujours l'envoyer sur l'adresse mail que je vous ai mise là dans le chat. Et nous, on redispatchera, on trouvera une adresse à qui l'envoyer si jamais il y avait besoin. Conclusion signalée. On a beaucoup de signalements de l'éducation nationale, on n'en a pas assez des soignants. Je trouve, alors que vous êtes dans une situation certes souvent difficile pour signaler des infractions. L'éducation nationale, ils sont plus dans la protection de l'enfance, donc ça paraît sans doute plus évident pour eux que pour vous qui êtes dans des relations de confiance et avec ce sacro-saint secret médical, évidemment. Euh, et je pense que il faut vous sentir plus libre de signaler quand même parce que vous êtes les personnes qui peuvent recevoir les confidences des patients. Je pense notamment aussi au fait que vous voyez les patients de manière régulière. Parfois, il y a des professions qui s'y prêtent à voir les patients selon le suivi médical dont ils ont besoin, de les voir toutes les semaines, de voir leur état s'aggraver, de constater des choses. Et donc ça, c'est précieux parce que on est face à des
des femmes qui ont énormément de difficultés à verbaliser ce qu'elles vivent au quotidien. Et donc, finalement, c'est difficile sans doute pour elles d'admettre que ça va être signalé, mais c'est leur rendre évidemment un service que de le faire pour elles ou de leur dire que vous allez le faire pour elles si c'est pas leur nom qui figure en bas d'un procès verbal de plainte. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour elles. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Je regarde si j'en ai pas loupé. Madame Fessel, un signalement arrive chez vous, voilà, moi je suis sage-femme, j'ai signalé une de mes patientes. Est-ce qu'elle sera entendue, cette victime? Oui. Et est-ce qu'elle sera entendue, le soignant aussi, est-ce qu'il sera entendu? Je sais que c'est une Oui. question. Ouais. Oui. Euh, En fait, le circuit du signalement, il va arriver dans notre boîte mail. Nous, on va le traiter. On la relève tous les jours, la boîte mail, sauf le week-end où elle n'est pas systématiquement relevée. On va vérifier si la situation est connue, s'il y a déjà eu des antécédents de violence, si la victime elle n'a pas déjà un téléphone grand danger, etc. Si les mineurs sont, si elle a des enfants, s'ils sont placés, et on va saisir un service d'enquête qui va, selon l'urgence, appeler tout de suite la victime ou pas. Moi, je saisis quasiment toujours France Victime aussi pour qu'ils appellent la victime et qu'ils lui expliquent ce qui va se passer et qu'il y ait cet accompagnement qui soit pas seulement des forces de l'ordre. Et donc, la victime, elle va être appelée par le commissariat, encore une fois, en principe par le commissariat ou la brigade de gendarmerie, par des enquêteurs spécialisés qui savent les difficultés qu'il y a à être entendues, qui savent les réticences qu'elles ont et qui vont essayer de les convaincre de venir, voir, sinon aller les voir à l'hôpital si elles sont hospitalisées pour prendre leur plainte à l'hôpital et prendre leur déposition. Évidemment, on les forcera jamais. Si elles veulent pas venir, elles ne viennent pas. Moi, ça m'arrive de poursuivre des auteurs de violences conjugales et de les faire condamner sans avoir une plainte ni même une audition en procédure. Ça va être le cas, par exemple, de la voisine qui appelle parce que elle est témoin des violences entre ses voisins et que quand les gendarmes arrivent au domicile, et ben, madame, elle a un cocard à la tête comme un compteur à gaz et même si elle veut pas parler, elle va peut-être accepter qu'ils prennent des photos. Moi, les gendarmes, ils vont me mettre en procédure. Nous constatons que madame, elle a moitié de la face noire et des choses comme ça. Et ça, moi, ça va me suffire s'il y a d'autres éléments, si j'ai le voisin qui atteste bien, pour faire condamner quelqu'un, même si madame, elle veut pas être entendue. Mais évidemment que l'idéal, c'est qu'elle soit entendue. Et parce qu'en plus, si elle est entendue, ça facilite aussi les rapports avec les associations. Euh, et donc, on est plus à même de déterminer de quelle mesure de protection elle a besoin. Est-ce que le soignant va être entendu? Ça dépend des cas. Si le signalement est clair et si c'est pas des faits gravissimes, la plupart du temps, non. Si on a besoin de précision, c'est possible qu'on demande que les policiers et les gendarmes demandent aux soignants de venir. Si c'est des faits extrêmement graves, évidemment, parce qu'on va avoir besoin de voir aussi l'évolution de la victime au fil du temps. Et ça, c'est un élément très important. Le soignant, il pourra même être éventuellement cité à comparaître aux assises. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, parce qu'il avait signalé des faits extrêmement graves de violence, de viol, etc. Et qu'il avait beaucoup de choses à dire, ce soignant, sur sa patiente. Donc parfois, oui, vous pouvez être amené à être entendu. Est-il possible de mettre l'adresse de notre cabinet de notre ordre plutôt que notre adresse personnelle et nos numéros perso? Bien sûr. Ah, mettez pas vos adresses personnelles et vos numéros personnels. Hein. Mettez l'adresse du cabinet. L'ordre, pourquoi pas? J'ai pas forcément besoin, moi, j'ai besoin de savoir comment vous joindre. Donc, si l'ordre sait comment vous joindre, voilà. Mais vous pouvez aussi, sinon, mettre vos coordonnées dans le corps du mail qui ne figurera pas en procédure et que moi, je peux donner aux policiers ou aux gendarmes en disant le docteur X est joignable à tel numéro, ne doit pas apparaître en procédure, et vous mettez votre signalement avec juste votre nom et pas forcément vos coordonnées sur le signalement, sur le courrier en lui-même, parce que ça peut être sur courrier libre. Hein. Et donc, vous écrivez ce que vous voulez. Mais nous, il faut qu'on ait la possibilité éventuellement de vous contacter si on avait besoin de précision. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je vais vous laisser entre les mains du docteur Clément et de Madame Gérard. Merci, Madame le procureur. Je vous en prie. Et je vous laisse là puisque j'ai d'autres rendez-vous. Eh bien, bon Voilà. courage. Merci. Merci. Je Au voulais revoir. juste préciser Oui. pour les questions, mais c'est pas pour vous, Madame le procureur, Ah, d'accord. c'est Ça marche. qu'effectivement, Allez, au revoir. il y a eu une injonction pour que les ordres, effectivement, établissent avec avec les professionnels et notamment la justice, eh bien, un processus pour effectivement faire ce signalement. Donc, normalement,
a priori, chaque ordre a effectivement contracté avec le tribunal judiciaire ou les tribunaux judiciaires du département pour effectivement construire cette adresse et permettre aux professionnels de pouvoir effectivement envoyer leur signalement. Donc, ce que vous a présenté comme adresse, Madame Fessel, effectivement, c'est quelque chose qui s'est fait avec l'ordre des médecins et les différents ordres de Loire-Atlantique des différents professionnels de santé. Donc, à chaque finalement échelon départemental, eh bien, normalement, vous devez avoir un ordre qui, effectivement, a construit ce contrat et vous permet d'utiliser et de communiquer une adresse pour faire vos signalements. Voilà. Moi, je me présente, donc Renaud Clément, je suis médecin légiste, donc je travaille ici à l'UMJ, l'unité médico-judiciaire, et à l'IML, donc l'Institut médico-légal du CHU de Nantes. Et donc, comme Madame Fessel, je vais vous faire une présentation orale et essayer un petit peu de conduire un peu bien, une réflexion médico-légale sur l'élaboration d'un certificat médical, la façon dont la justice attend finalement bien, ce certificat médical et vous parler brièvement de quelques blessures qui sont les plus couramment constatées chez les victimes de violences. J'ai bien vu qu'il était 14h10, que notre visio devait s'achever à 14h30, donc je vais essayer de faire une synthèse qui soit aussi claire et aussi précise que Madame le procureur. Donc un certificat médical, bah, vous savez comment... Si elle peut passer le diapo. Oui, mais le diaporama, je vais le faire Oh, d'accord. comme ça. Je suis à côté de Marie Gérard qui me soutient. Je lui remercie. Donc, vous pourrez avoir la communication de mon diaporama, mais je vais vous le faire à l'oral. Donc, un certificat médical, bah, finalement, il répond à deux conditions, des conditions de fond et des conditions de forme. Alors, les conditions de fond, eh bien, des certificats médicaux doivent être établis lorsque, effectivement, la réglementation demande la production de certificats médicaux. Et donc, dans chaque activité professionnelle et dans chaque domaine, eh bien, il y a une réglementation qui soutient la production d'un certificat médical. En dehors, finalement, eh bien, de la réglementation, eh bien, il n'y a pas lieu de faire de certificat médical. Donc, vous avez toujours un texte qui soutient un petit peu eh bien, l'élaboration de ce certificat, qui peut être effectivement une activité administrative un petit peu pesante, mais qui est vraiment quelque chose qui relie finalement la conscience du professionnel avec eh bien, les différents aspects de la société, soit pour effectivement eh bien, lui octroyer des droits et des avantages qui lui sont dus par son État, soit effectivement eh bien, dans le cas présent de permettre effectivement d'informer l'autorité judiciaire eh bien, qu'une victime est susceptible d'être l'objet de violences physiques et ou psychologiques et ou sexuelles. Je reviendrai pour dire que effectivement le texte de loi que vous a présenté donc Madame le procureur, l'article 226-14 du Code pénal prévoit eh bien le terme suspecté. Donc en fait, vous suspectez et d'une certaine manière, mais c'est pas à vous de confirmer ou d'infirmer effectivement les violences que vous avez peut-être constatées, c'est bien à la justice. Donc vous, votre travail de soignant, eh bien, c'est de dire je suspecte et je constate éventuellement ces blessures et je fais ce certificat médical. Charge ensuite à la justice eh bien, de qualifier les faits ou pas que la victime ou l'auteur a donné. Donc, c'est important de pouvoir bien établir qu'un certificat médical, eh bien, si je prends un repère, vous êtes un huissier de santé. Vous n'avez pas à juger de la véracité des faits, vous avez simplement à établir dans votre certificat que la personne vous a dit telle chose, vous avez posé tel type de violence. Vous utilisez éventuellement le conditionnel pour mentionner ces violences ou vous indiquez que c'est la victime qui vous déclare, qui vous explique, qui vous précise, qui vous mentionne. Et vous mentionnez finalement les violences qui vous apparaissent les plus utiles, les plus caractéristiques. Il ne s'agit pas effectivement de faire effectivement tout un laïus sur le parcours des violences, mais de pouvoir ressortir qu'on vous a communiqué tel type de violence à tel moment. Et ça, ce sont des éléments que vous pouvez faire figurer dans votre certificat médical. Ensuite, eh bien, les éléments de fond, c'est aussi eh bien, de constater en tant que professionnel de santé les différentes blessures que vous voyez. Il s'agit effectivement eh bien, de décrire des ecchymoses, des hématomes, des érythèmes, des dermabrasions, tous les éléments que vous allez pouvoir constater. Peut-on raconter dans la mesure où c'est du déclaratif, toujours du mal avec la précision? En fait, il faut que vous puissiez établir une distance par rapport à ce que vous déclare la victime.
pour autant, vous devez la croire et donc relater les éléments violents les plus importants. Et la distance, eh bien, s'établit par l'utilisation du conditionnel ou l'utilisation de phrases avec des verbes, elle déclare, elle précise, elle mentionne. Ça vous permet effectivement, eh bien, de faire une forme de synthèse distanciée des violences qui vous sont rapportées. Donc, il y a effectivement des éléments de fond à pouvoir établir. Et comme un huissier de santé, eh bien, vous constatez une ecchymose qui est localisée à tel endroit. Vous décrivez un hématome qui est situé sur telle partie du corps. Et donc, vous allez décrire l'ensemble des blessures, effectivement, que vous constatez. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de médecine légale, mais je vais juste rappeler, effectivement, eh bien, des éléments, je dirais, élémentaires de description des blessures. Vous avez ce qu'on appelle des érythèmes. Les érythèmes, ce sont des petites rougeurs qui sont habituellement assez fugaces et qui résultent effectivement d'un mécanisme superficiel traumatique abrasif. C'est une réaction inflammatoire de la peau. Et donc, plutôt que de mettre rougeur, eh bien, vous décrivez cet érythème, vous décrivez là où il est situé, la localisation anatomique, et vous décrivez également ses caractéristiques, sa longueur et sa largeur. Ensuite, il y a une autre blessure médico-légale qu'on appelle des contusions du premier degré, c'est ce qu'on appelle les excoriations ou les dermabrasions. Ce sont eh bien, les pertes de substances cutanées, parties superficielles, et qui représentent effectivement eh bien, des excoriations tels que les érythèmes, vous les décrivez également et vous les localisez par rapport à des repères anatomiques. Ensuite, eh bien, il y a une autre blessure qui est souvent confondue avec une blessure un petit peu plus importante, c'est l'ecchymose, ce qu'on appelle dans le langage courant eh bien, les bleus. Les ecchymoses, c'est des suffusions hémorragiques dans les tissus et ça ne va pas constituer, comme effectivement l'hématome, une entité anatomique. Autrement dit, l'hématome, ça va être une grosseur, ça va être un volume, ça va constituer une entité anatomique, alors que l'ecchymose, eh bien, c'est cette suffusion hémorragique, comme si les tissus étaient tapissés de sang. Alors c'est important de faire la différence parce que l'ecchymose et l'hématome, théoriquement, eh bien, n'impliquent pas la même violence. L'énergie cinétique est plus importante pour constituer un hématome, classiquement, par rapport à une énergie cinétique qui eh bien, constitue une ecchymose. Donc, voilà, il s'agit effectivement de distinguer ecchymose et hématome. Et si un hématome est sur un membre, eh bien, normalement, comme il prend de la place, il prend du volume, eh bien, pour faire une distinction avec une ecchymose, eh bien, vous prenez un mètre couture, vous mesurez, et du fait que l'hématome constitue une entité anatomique, eh bien, la circonférence, la périmétrie du membre atteint, eh bien, va être plus importante que le membre controlatéral qui n'aurait pas été l'objet donc d'un hématome. Donc, ecchymose, hématome, voilà des blessures qui sont importantes à préciser. Et que ce soit les érythèmes, les dermabrasions ou excoriations, les ecchymoses ou les hématomes, eh bien, ce sont des lésions dites élémentaires, les plus fréquentes que l'on retrouve en médecine légale. Alors, parmi les blessures physiques, eh bien, il faut pouvoir décrire également la couleur de ces ecchymoses et de ces hématomes. Car effectivement, eh bien, ça permet de temps en temps de pouvoir indiquer le caractère chronique répété des blessures subies. Et donc, vous avez effectivement eh bien, des couleurs qui s'étalent dans le temps. Si l'on fait effectivement un distinguo entre des blessures récentes, semi-récentes et anciennes, eh bien, les blessures récentes, ça va être effectivement des ecchymoses ou des hématomes qui apparaissent noirs, qui apparaissent un petit peu rouges, puis ensuite vont prendre un caractère un petit peu semi-récent, elles vont devenir bleues, puis s'étaler ensuite dans une couleur violacée, et puis ce que nous appelons donc des blessures anciennes, eh bien ce sont les ecchymoses et les hématomes qui ont une couleur verte, jaune, qui commencent à être donc dégradées. Et donc de décrire effectivement qu'une ecchymose est rouge et qu'une ecchymose est bleue, eh bien c'est de signifier que dans le temps, eh bien il y a eu plusieurs périodes phase de violence. Ça, ce sont les blessures physiques que vous décrivez telles que finalement, eh bien, vous pourriez les constater si vous preniez une photo de l'ensemble des blessures présentées par la victime. Sauf que là, eh bien, vous le couchez, ces descriptions, sur un certificat médical. N'oubliez jamais que vous êtes un huissier de santé dans cette période de description des coups et des blessures. Et puis, il y a également d'autres blessures qui eh bien, sont importantes à décrire, c'est toutes les conséquences psychologiques des violences subies.
Alors, il ne s'agit pas de devenir une psychologue ou un psychiatre, mais il s'agit de pouvoir dépister effectivement eh bien, des troubles, ce qu'on appelle nous des fonctions instinctuelles, c'est-à-dire eh bien, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, également eh bien, ce qu'on peut appeler un syndrome d'hypervigilance, qui peut se traduire effectivement par une victime qui est aux aguets, au moindre bruit, qui n'ose plus sortir de peur d'être confronté éventuellement à son agresseur, qui va vérifier plusieurs fois que la porte est bien fermée, que les volets sont bien fermés, et qui n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'elle épie le moindre bruit. Et lorsqu'elle est dehors, effectivement, eh bien, elle regarde tout son environnement, essaye de contrôler tout son espace. Elle est finalement en hyper-vigilance. Ce sont des éléments effectivement à noter, à pouvoir diagnostiquer, parce que comme les blessures physiques, eh bien, les blessures psychologiques vont rentrer dans une évaluation médico-légale qui conclura votre certificat médical. Il y a également d'autres effectivement atteintes psychologiques, ce qu'on appelle donc les syndromes de rumination. La victime qui sans arrêt se pose des questions, cherche des explications et essaye de trouver des éléments qui lui permettent de comprendre pourquoi finalement elle est arrivée à ce stade-là. Donc c'est ce qu'on appelle donc des syndromes de rumination. Et puis il y a également eh bien, des pensées intrusives, c'est-à-dire eh bien, des éléments qui tout d'un coup vont concentrer toute son attention et qui vont faire qu'elle va eh bien, ne plus être dans la participation de l'extérieur, mais vraiment prise par ces pensées intrusives qui peuvent être effectivement des flashbacks, des images qui reviennent et qui vont donc polluer son esprit, des phénomènes effectivement de réviviscence, l'impression de revivre eh bien, les coups et blessures dont elle a été l'objet. Eh bien ça, ce sont des éléments également à noter, tout comme d'autres éléments qui sont l'angoisse, l'anxiété, tous ces éléments qui perturbent finalement eh bien, la stabilité psychologique de la victime et qui vont au final altérer son humeur et son comportement. L'ensemble de ces éléments est bien déterminant effectivement une évaluation médico-légale, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, constitue effectivement eh bien, la trame de fond de votre certificat médical. Alors ensuite, ce qui paraît un petit peu plus difficile, parce qu'effectivement, il n'existe pas de barème pour évaluer effectivement les conséquences fonctionnelles de ces blessures subies par la victime, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. C'est la fameuse ITT. L'ITT, c'est un acronyme qui dit incapacité totale de travail. Il s'agit effectivement eh bien, d'évaluer les conséquences fonctionnelles subies par cette victime et eh bien, ça va s'évaluer en nombre de jours. Alors, j'ai bien vu la question et je finis sur l'ITT et après, je vous parlerai de la façon d'effectivement d'orienter les victimes vers l'UMJ. Mais pour autant, eh bien, voilà, l'ITT est un élément, est une notion médico-légale qui essaye d'évaluer ce retentissement fonctionnel, éventuellement même partiel, dans notamment l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, la possibilité effectivement de faire eh bien, les actes de la vie domestique. Et c'est le temps qui effectivement eh bien, est nécessaire à récupérer d'une certaine façon eh bien, sa fonctionnalité antérieure. Et ce temps, effectivement, eh bien, sans le savoir, eh bien, a une incidence de temps en temps pour la qualification de l'infraction dont l'autorité judiciaire essaye effectivement de déterminer si c'est une contravention, si c'est un délit, et ils utilisent la notion d'ITT pour eh bien, basculer d'une contravention qui sera jugée par le tribunal de police à un délit qui sera jugé par le tribunal correctionnel. Et donc, la conclusion d'un certificat médico-légal de coups et blessures, eh bien, c'est d'évaluer cette ITT. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas un juge et donc vous établissez, selon vos connaissances médicales, eh bien, les troubles fonctionnels qu'engendrent les blessures physiques et psychologiques subies par la victime. Alors ça, c'est des éléments de fond. Alors je réponds à la question, effectivement, comment orienter eh bien, les victimes à l'UMJ? Effectivement, ça peut représenter un peu un parcours à obstacles pour la victime. Il y a effectivement deux façons, je dirais, pour orienter la victime vers l'UMJ. C'est de la conforter dans ce que vous présentez, Madame le procureur, c'est-à-dire eh bien, aller déposer plainte dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie, afin qu'effectivement, eh bien, l'officier de police judiciaire, qu'il soit un policier ou un gendarme, puisse effectivement eh bien, faire une réquisition qui va donc demander cette évaluation médico-légale à l'UMJ, l'unité médico-judiciaire. Donc c'est, je dirais, le parcours classique. De temps en temps, eh bien, ça peut prendre une autre voie. C'est celle, effectivement, eh bien, de permettre, quand vous exercez notamment dans un établissement hospitalier, eh bien, un dépôt de plainte simplifié qui va être une
première pierre à la procédure judiciaire et qui va d'une certaine façon enclencher une enquête judiciaire. Et avant d'enclencher effectivement cette enquête judiciaire réellement par l'audition de la victime, à ce moment-là, il y a déjà une évaluation médico-légale. Donc, ce sont habituellement les deux éléments. La première est la plus importante, la plus classique. La deuxième, notamment, doit pouvoir se faire maintenant dans les établissements hospitaliers. Alors, j'ai vu dans le chat qu'il y avait effectivement des questions sur cette fameuse ITT. Alors, attendez, je vais descendre parce que j'ai les questions que vous aviez posées à Madame la procureure. Alors, hop. Avez-vous un exemple pour ITT et si on ne sait pas quoi mettre? Eh bien, effectivement, l'exemple de l'ITT, je vais prendre quelque chose de tout à fait classique. C'est, par exemple, un traumatisme de l'épaule. Un traumatisme de l'épaule, sur le plan fonctionnel, entraîne éventuellement des troubles de l'utilisation du membre supérieur. Si celui-ci est immobilisé, la personne ne peut plus utiliser son membre supérieur et donc ne peut pas faire l'ensemble des actes de la vie quotidienne qu'elle réalisait. Et donc la durée de l'ITT sera au moins égale à la durée d'une immobilisation. Et puis, s'il n'y a pas d'immobilisation, il faut essayer de se projeter dans le temps qui permet effectivement à l'épaule de récupérer les mouvements de circonvolution de l'épaule, c'est-à-dire de pouvoir effectivement porter le bras vers l'avant jusqu'à un certain degré, sur le côté jusqu'à un certain degré, 100, 110 degrés, et de pouvoir faire effectivement des mouvements de rotation interne ou des mouvements de rotation externe qui lui permettent effectivement de pouvoir faire ces mouvements de la vie quotidienne nécessitée par l'épaule. Et donc, c'est ça, ce temps de l'ITT. Ça ne veut pas dire que effectivement, elle a récupéré l'ensemble des amplitudes articulaires de l'épaule. Mais sur le plan pénal, cette notion permet de dire, voilà, elle va mettre peut-être 5 jours, 10 jours pour récupérer ce qu'elle peut faire dans la vie de tous les jours avec cette épaule. Donc ça, c'est un exemple qui vous permet effectivement de voir les troubles fonctionnels et l'évaluation de l'ITT qui s'accroche à ces troubles fonctionnels. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué sur le plan psychologique parce que les troubles peuvent être tout à fait variables et donc de temps en temps, effectivement, l'impact de l'anxiété ou de l'angoisse n'a pas notamment des répercussions aussi claires que une atteinte physique. Et pour l'évaluation des troubles fonctionnels psychologiques, comment prévoir la durée? Alors après, effectivement, moi, médecin légiste, j'ai appris aussi par mon expérience, j'ai appris aussi du fait, effectivement, d'évaluer un certain nombre de victimes, mais c'est pouvoir projeter un petit peu quel peut être l'impact psychologique chez cette victime des troubles subis. Si, par exemple, elle sortait tous les jours, prenons un exemple tout à fait classique, pour aller faire ses courses, et que du fait des troubles psychologiques, elle se restreint dans cette sortie pour faire des courses, elle est donc en ITT. Donc, c'est finalement tous les éléments qui vont altérer ou amputer ses capacités fonctionnelles à faire les actes de la vie quotidienne qu'elle effectuait auparavant. Et donc, de temps en temps, effectivement, sur le plan psychologique, face à face, dans un bureau, il faut savoir essayer de se projeter pour pouvoir saisir la portée, l'impact de ces troubles psychologiques que la victime développe et qui donc altèrent ses capacités fonctionnelles. Donc de temps en temps, effectivement, il y a des éléments qui sont extrêmement prégnants, notamment un syndrome d'hypervigilance, qui va faire que tout va se modifier dans la vie de tous les jours. Et quand un syndrome d'hypervigilance est présent, l'ITT peut être déjà de 5 jours. Et quand effectivement il est extrêmement sévère, et notamment lorsque la personne a eu des menaces de mort ou a eu une sensation de mort imminente ou a été dans une situation de vulnérabilité, pas celle qui vous a été exposée, mais le fait qu'elle était en incapacité de pouvoir se défendre et que effectivement elle s'est dit là je suis la proie et j'ai aucune issue de secours et donc je vais mourir, ça sont des éléments qui vont impacter effectivement la stabilité psychologique. Et vous le savez, les répercussions ne sont pas immédiates. De temps en temps, elles peuvent être retardées. Et donc, quand vous la voyez très précocement, vous n'avez pas encore ces troubles-là. Mais ces éléments, je dirais, de circonstances, d'effets subis, permettent de temps en temps de vous dire, ah là, il y a des signaux d'alerte. Elle va éventuellement avoir un syndrome d'hypervigilance. Ça va être
difficile pour elle, puisque ça est en train un petit peu de se construire dans le fait où elle se dit, mais est-ce que j'ai vraiment vu ça? Est-ce que j'ai été l'objet de ça? Et le moment donc de, je dirais, d'imprégnation des violences qu'elle a subies, eh bien, de temps en temps, on peut les voir à distance. Et nous, eh bien, on évalue de temps en temps, effectivement, ces victimes qui n'ont pas encore les troubles, mais avec ces signaux d'alerte, eh bien, on peut projeter de temps en temps une ITT de 10 jours. Alors, ça ne vous empêche pas, effectivement, de conclure sur votre certificat, eh bien, en l'absence de complications ou à réévaluer selon effectivement l'évolution de l'état de santé de la personne, parce que vous faites une photographie à un instant T et vous ne savez pas toujours comment vont vraiment évoluer les blessures. Donc, c'est un moyen de se dire, ben voilà, aujourd'hui, tel que la victime se présente, les troubles physiques et psychologiques qu'elle subit, eh bien, se traduisent par une ITT de temps et peut-être que cette ITT sera beaucoup plus importante et donc en l'absence effectivement de complications. Donc ça, ce sont des, je dirais, des éléments de fond. Juste pour terminer, et puis ensuite de pouvoir répondre à vos questions, il y a des éléments effectivement de forme. Il faut faire un certificat qui mentionne, et Madame le procureur vous l'a rappelé, eh bien, vos noms, vos prénoms, vos qualités, vos identifiants ordinaux, RPSS, etc. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut dater et signer le certificat. Et puis un autre élément très pratique, vous donnez évidemment le certificat à votre patiente, mais n'oubliez jamais d'en garder un exemplaire parce que ce certificat peut être perdu par la patiente elle-même, peut être perdu, on ne sait pas comment. Et donc, vous avez effectivement figé dans un certificat et vous en gardez une copie qui pourra être effectivement utile pour la personne dans le cas où effectivement, eh bien, ce certificat aurait pu être perdu. Et puis, dernier élément de conseil, nous sommes des professionnels de santé. Donc, on n'utilise pas des mots qui puissent avoir effectivement une résonance judiciaire. Tout à l'heure, Madame le procureur vous a parlé de harcèlement. Ce n'est pas un mot que j'utilise parce que le harcèlement, dans ce cadre effectivement de certificats médicaux établis par des professionnels de santé qui vont devenir des éléments médico-légaux, eh bien, ça peut être interprété d'une façon différente. C'est comme si vous qualifiez des faits judiciaires alors que vous n'avez pas la compétence ni l'autorité pour le faire. Donc, on peut dire effectivement message répété, itératif, etc. pour qualifier le harcèlement. Quand je parle éventuellement d'agression sexuelle, je ne parle pas de viol. Je n'ai pas à moi de dire si effectivement il y a une notion de viol ou pas. Donc, tout élément qui puisse avoir effectivement une répercussion judiciaire, eh bien, notamment dans les commémoratifs, je ne fais pas figurer ce genre de mots. J'essaye de trouver des explications, soit plus générales, soit plus médicales, parce que effectivement c'est un vocabulaire que je maîtrise, pour eh bien, mentionner éventuellement les déclarations de la victime. Et n'oubliez pas aussi que voilà, vous constatez. Donc c'est important. Et d'une certaine façon, eh bien, vous établissez ces éléments-là parce qu'au départ, vous avez suspecté, mais c'est pas à vous de déterminer, je le rappelle. Oui, en effet, je ne sais pas si c'est que nous, mais en effet, on n'entend plus nous non plus le docteur Clément. Est-ce que c'est le cas pour tous? Ouais. Bon, en effet, il est parti. Je pense qu'il a un petit problème de connexion Internet. Ouais, je pense qu'il y a eu un petit problème au CHU de Nantes. C'est bon, on vous a retrouvé. Voilà, donc j'étais en train de dire, je ne sais pas si ça a été clair, effectivement, dans les commémoratifs, ne pas nommer la personne ou les personnes qui sont à l'origine des violences subies par la victime. On peut effectivement indiquer, en tout cas, ce qu'elle déclare comme lien avec cette victime, ce qui permet effectivement de continuer d'avoir un droit de neutralité et de distance par rapport à l'ensemble des éléments qu'elle va vous communiquer. Ouais, c'est bon. Mais c'est bon. Les questions. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions.
Comment établir un certificat sur des faits anciens? C'est effectivement extrêmement difficile. Nous sommes confrontés à la difficulté de pouvoir constater des faits anciens. Lorsque on vous rapporte des blessures et des violences anciennes, s'il reste des cicatrices, vous décrivez tout simplement les cicatrices. Charge ensuite à la justice, via éventuellement la médecine légale, d'établir une compatibilité entre les faits déclarés anciens subis et cet élément cicatriciel. Donc, vous gardez encore cette distance, cette neutralité pour décrire les éléments. Après, ben, les faits anciens et puis éventuellement les troubles psychologiques, ce sont des éléments effectivement difficiles parce que vont s'intriquer éventuellement dans les perturbations psychologiques d'autres éléments d'agression, d'autres éléments qui vont effectivement faire que éventuellement les troubles psychologiques de faits anciens vont être noyés dans un florilège de symptômes. Alors vous pouvez à ce moment-là établir et décrire les symptômes psychologiques que vous constatez chez votre patiente, éventuellement le parcours psychologique et psychiatrique de votre patiente. Vous donnez ces éléments-là, charge ensuite à la justice de pouvoir établir un lien entre les faits déclarés subis et les faits, ou en tout cas les troubles psychologiques et psychiatriques. Et ça se fait au travers d'expertises. Donc c'est un petit peu je dirais, le travail des experts judiciaires. D'une certaine manière, vous établissez les éléments et charge à la justice d'établir ou de trouver une compatibilité entre des faits anciens et ces éléments physiques et psychologiques. Si pas de cicatrices sur des violences morales, bah oui, c'est ce qui se passe habituellement. C'est de temps en temps pas si facile que ça de pouvoir établir des répercussions psychologiques. Alors on cède de temps en temps effectivement d'éléments qui vont apparaître dans des dossiers médicaux ou dans des attestations médicales avec une prescription d'un anxiolytique, une prescription de quelque chose qui va faire que tout d'un coup, là, il y a l'expression de troubles psychologiques et peut-être effectivement donner une forme de d'arguments indirects d'une compatibilité entre des faits déclarés subis et les répercussions psychologiques. C'est vrai que pour nous, soignants, de dire qu'on peut procéder par d'arguments indirects et une accumulation d'arguments indirects, encore une fois, bah, c'est la justice qui utilise ces éléments-là et ces faisceau d'arguments indirects pour établir un lien entre les faits déclarés subis et éventuellement les blessures. Mais nous, les soignants, et puis nous, les experts judiciaires, nous établissons et donnons une compatibilité ou pas. Pouvez-vous nous revenir sur la façon de nommer la personne violente? Je n'ai pas entendu. Oui, effectivement, si elle vous dit, bah, c'est mon ex, c'est voilà mon ex-conjoint, monsieur Untel, vous pouvez indiquer dans le déclaratif, qu'elle indique qu'il s'agit de violences physiques et ou psychologiques et ou sexuelles subies et exercées par son ex-conjoint. Voilà, vous restez assez neutre. Associe-t-on le déclaratif des zones douloureuses sans marque et signes fonctionnels? Oui, vous pouvez dire qu'effectivement, dans le parti, ce qu'on pourrait appeler doléance, par exemple, qu'elle se plaint de douleur du cou, qu'elle se plaint de douleur de l'épaule. Ça, ce sont des éléments de traduction fonctionnelle, peut-être un peu subjectifs de temps en temps, qui deviennent objectifs lorsqu'effectivement on fait l'examen clinique de la personne et que l'on voit que, hop, elle est limitée parce qu'elle est douloureuse. Et donc, effectivement, on établit ces éléments-là. Et on note effectivement qu'il peut y avoir une diminution des amplitudes articulaires d'un membre par douleur inhibitrice. Donc c'est tout à fait effectivement possible de le faire. Mais effectivement, et le psychologique. La mention d'une ITT est-elle obligatoire? Alors, c'est une vraie question. Alors, moi, j'ai une mauvaise réponse parce qu'effectivement, le système ici judiciaire à Nantes fait que dès qu'il y a une victime qui porte plainte et que la plainte est donc relayée au tribunal judiciaire, de façon systématique, il y a une réquisition qui est faite à l'UMJ. Donc, effectivement, dans Nantes et sa métropole, tout le monde passe à l'UMJ parce que finalement, on devient des spécialistes de l'ITT. En dehors, eh bien oui, sur la Loire-Atlantique,
Eh bien non, les victimes ne passent pas toutes à l'UMJ. Et donc, effectivement, eh bien, les professionnels doivent pouvoir effectivement fixer une ITT parce que ça va être un élément médico-légal qui va être demandé par la justice. Et donc, eh bien, il faut pouvoir effectivement fixer cette ITT. Donc, et c'est toute la difficulté de pouvoir apprécier cette notion d'ITT lorsque, effectivement, eh bien, il n'y a pas de référent médecine légale ou du MJ ou du MJ de proximité qui permettrait effectivement eh bien, de passer par cette case de spécialiste de l'ITT. Donc, réponse, bah, elle est obligatoire si on ne peut pas faire autrement, et elle n'est pas obligatoire si effectivement, eh bien, dans le parcours judiciaire, la victime va avoir une consultation avec un médecin légiste à l'UMJ. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture ce webinaire? Le certificat est fait pour que la patiente porte plainte. Euh, Donc, Bah, pas à chaque fois, mais un certificat médical. De temps en temps, nous ne les voyons pas aussi précocement que vous. Et franchement, c'est toujours très utile pour la victime lorsque voilà, elle a vu son médecin traitant ou un professionnel de santé qui a fait ce certificat et qui va donc effectivement servir un petit peu de photographie médicale des blessures qu'elle présente. Et donc, c'est un élément photographique que nous, par exemple, à l'UMJ, on reprend et qui nous permettent effectivement, eh bien, un petit peu à distance, de pouvoir voir effectivement le profil évolutif fonctionnel des blessures que vous avez décrit. Donc, ça peut être effectivement utile via l'UMJ. Et puis, le certificat médical en soi, lorsque effectivement, eh bien, il n'y aura pas d'UMJ possible, de passage de l'UMJ pour la victime, eh bien, ça peut effectivement l'aider à porter plainte parce que, effectivement, le gendarme, le policier, eh bien, va utiliser ce certificat avec l'ITT pour, effectivement, eh bien, échanger avec le procureur et de pouvoir qualifier l'infraction qui a été commise. Euh, Sous quel délai sont-elles reçues à l'IMJ? Alors, le délai, il y a deux types de délais. Il y a le délai en urgence parce que l'auteur ou les auteurs sont placés en garde à vue. Et donc là, nous avons 48 heures pour les voir et même à peu près 24 heures. Donc, il y a une accélération tout d'un coup de la procédure judiciaire du fait effectivement de la garde à vue et éventuellement eh bien, d'une comparution immédiate devant un juge. Ensuite, eh bien, les délais sont liés un petit peu bien, à l'activité. Et donc, il y a eu des délais qui étaient très longs, qui sont parfaitement déraisonnables pour la victime. On a eu jusqu'à un mois, 2 mois. Alors, de temps en temps, ça peut être beaucoup. De temps en temps, c'est finalement le temps nécessaire pour voir et apprécier au mieux, effectivement, les répercussions fonctionnelles qu'a pu subir la victime. Donc voilà, l'été dernier, on avait début je dirais de l'automne, eh bien un délai de 2 à 3 mois. Et là maintenant, on a un délai de 15 jours, voilà, 10 jours, 15 jours. Donc ça, c'est, je dirais, le flux quotidien des victimes qui doivent être examinées, non pas dans le cadre de l'urgence. Merci beaucoup pour vos interventions très précises. Merci. merci.